Effectivement, nous sommes venus avec le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, pour participer à ce qu'on appelle le groupe consultatif, qui est un forum qui se tient à la Banque mondiale et qui a pour objectif de mobiliser des ressources à la fois publiques et privées pour financer le développement. Nous avons fait ces rencontres les 4 et 5 décembre dernier. Au niveau public, puisque c'était la première réunion la plus importante, nous devions mobiliser 4 milliards de dollars et nous avons mobilisé 8,6 milliards de dollars. Vous voyez que nous avons plus que doublé. Ce sont des promesses? Ce sont donc des engagements fermes qui ont donc été faits par les différents bailleurs de fonds. Je peux vous donner quelques-uns de ces bailleurs de fonds. Par exemple, la Banque mondiale a décidé de financer à hauteur de 2 milliards de dollars, que la Banque africaine de développement a décidé de faire 1 milliard de dollars et la Banque islamique de développement a décidé de faire 1 milliard de dollars. Rien qu'avec ces trois, nous couvrions déjà les besoins. Mais il y a eu en plus de ça toutes les organisations des Nations Unies et donc les bailleurs de fonds, disons que bilatéraux, les pays amis de la Côte d'Ivoire. Je peux dire que c'est un succès. Y compris pour le secteur privé? Non, ces montants, c'est hors secteur privé. Mais est-ce qu'au niveau du secteur privé, vous avez eu une satisfaction similaire? Est-ce que vous pensez que le secteur privé est prêt à retourner massivement en Côte d'Ivoire? Je crois que c'est le cas si on juge d'abord par le nombre de ceux qui sont venus, puisque nous avons eu des problèmes de salles pour contenir l'ensemble donc des investisseurs privés qui sont venus nous voir, et aussi pour, disons que les intérêts, disons que concernant les 60 projets que nous avons donc présentés, nous pensons en fait que nous allons aussi là aussi dépasser les montants demandés. Et je dois dire d'ailleurs que les investisseurs privés sont allés au-delà, puisque certains ont proposé des projets qui n'étaient même pas inscrits. Disons qu'à l'ordre du jour, par exemple, certains ont proposé des raffineries à faire en Côte d'Ivoire. Nous avions donc un problème, par exemple, de marché qu'il fallait voir. Donc je pense que de ce côté-là, quand on fera le bilan, au retour au niveau de la Côte d'Ivoire, nous aurons donc une demande très forte. Le chef de l'État s'est rendu à Cannes, toujours en France, où il participera demain à la 5e édition de la World Policy Conference, organisée par l'Institut français des relations internationales. Il prononcera une allocution sur le thème « La gouvernance économique internationale ». Et je vous fais lecture à présent de ce télégramme adressé par le président de la République au président de Finlande. Monsieur le Président, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous souhaiter au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je forme des vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Excellence, ainsi que de prospérité et de concorde et de paix pour le peuple ami de Finlande. Je voudrais saisir cette occasion pour vous affirmer ma ferme volonté d'œuvrer de concert avec vous au renforcement des liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Finlande pour le bien-être de nos populations respectives. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On saura bientôt si oui ou non la Côte d'Ivoire va transférer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yenema Coulibaly, a reçu hier une délégation de la Cour pénale internationale pour en parler. Herman Niamien, Alexis Ouedraogo. Très bientôt, la position officielle de la Côte d'Ivoire concernant le transfèrement de l'ex-première dame Simone Gbagbo sera connue. Quant au procès des pro Gbagbo relatif à la crise post-électorale, il se tiendra à la fin du premier trimestre 2013. Ces informations sont du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Coulibaly Yenema, à l'occasion d'une audience accordée à une délégation de la Cour pénale internationale, CPI. Ces délégations conduites par Amady Ba, chef de la coopération internationale à la CPI, selon le ministre Yenema, est en Côte d'Ivoire pour renouer le contact avec les autorités ivoiriennes après les changements qui se sont opérés dans le gouvernement. Le gouvernement a déjà déclaré prendre acte donc, de la levée des scellés sur le mandat d'arrêt délivré contre Mme Simone Gbagbo. Et nous vous avons dit que nous allions réagir. Clair, je vous l'ai déjà dit, ce sont des consultations que nous devons faire. Nous devons pouvoir maîtriser l'ensemble du dossier et les contours du dossier avant que nous ne nous exprimions sur le sujet. Hier encore, le chef du gouvernement, dont nous dépendons naturellement, a dit
par ailleurs que nous sommes en train de travailler là-dessus et nous pouvons vous confirmer la preuve. Nous recevons des membres de la CPI, nous y travaillerons. Dans le cadre des nombreux cadres ici, mais vous connaissez l'état de notre justice à la reprise. Nous n'avions pas de juridiction opérationnelle, les choses commencent à se mettre en place, les enquêtes avancent considérablement et nous pensons que d'ici la fin du premier trimestre 2013, nous aurons de bonnes nouvelles sur ce sujet. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation vient de faire un pas important dans sa quête de réconcilier les Ivoiriens. L'une de ces commissions, dite heuristique, a présenté ses travaux consacrés à la cause profonde de la crise ivoirienne. Victorine Niaoudoboué. Réconcilier les Ivoiriens, mais surtout éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire. Voilà tout le sens des travaux de la sous-commission heuristique de la CDVR, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Ces travaux ont consisté à rechercher et à comprendre les causes profondes de ce qui a opposé à un moment donné le peuple ivoirien. Ces causes, les experts issus de toutes les couches socio-professionnelles les ont cherchées dans cette direction. Le premier problème qui afflige les Ivoiriens, c'est la question foncière. Il y a ensuite le dysfonctionnement de la démocratie, lié aussi à notre compréhension de la citoyenneté. Il y a également la communication, le genre, la justice, la sécurité, l'éducation, la formation, la jeunesse. Il y a la pauvreté même. Toutes ces questions-là ont dû contribuer à la survenue de la crise. En raison de sa durée et de la diversité de ses sources, la crise ivoirienne a affecté durement et durablement les individus, les groupes sociaux, les ethnies. Pour panser définitivement ces plaies, le président de la CDVR pense qu'il faut aller au-delà des enquêtes de la justice punitive ou transitionnelle, au-delà des réparations. Aller au-delà pour Charles Konabani signifie trouver des réponses à des questions fondamentales telles que qu'est-ce que l'Ivoirien, qu'est-ce que la citoyenneté ou encore quel modèle les Ivoiriens veulent laisser à l'avenir. Nous sommes en transition pour proposer à la nation ivoirienne un modèle et des principes sur lesquels nous pourrions rebâtir une nation ivoirienne qui va donc être établie sur ces fondamentaux sans lesquels la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire. Les fondamentaux de la Côte d'Ivoire, c'est pays de fraternité, c'est le pays de l'hospitalité, c'est le pays qui veut être un modèle d'espérance promise à l'humanité. Après la commission heuristique, les travaux de 3 autres commissions spécialisées sont attendus. La soirée des Ébonies, la nuit de la communication se tient aujourd'hui. La célébration du journalisme d'excellence est au cœur de cette soirée. Les précisions de Doade Lazer. 14e édition soirée Éboni 2012. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, va célébrer le super journaliste de l'année 2012. Parmi plus de 1000 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, un seul va être l'heureux gagnant selon les critères de choix du jury. Entre autres, être journaliste professionnel, avoir une carte de journaliste professionnel, produire au moins 3 sujets d'enquête, 3 sujets de reportage et 3 interviews faites au cours de l'année 2012. Pour le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Traoré Moussa, toutes les mesures sont prises pour faire valoir le talent du journaliste ivoirien. Nous sommes fin prêts. Tous les organisateurs sont à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Les invités venant d'Europe sont là. Donc je peux dire à l'ensemble de nos confrères que ce que nous avons prévu va se dérouler. Cette année, les Ébonies ne vont pas se dérouler sous la formule d'un dîner gala, mais ça va être sur le modèle des awards, des Oscars ou des Césars. Cela implique beaucoup d'innovation et nous avons confié cela à des professionnels. Le message que nous lançons à nos confrères est qu'il faudrait qu'ils se mobilisent massivement pour cette 14e nuit de la communication. Cette année, ce ne sera pas 250 journalistes dans la salle, mais 1000 journalistes avec leurs conjoints. C'est pour cela que les cartes d'invitation n'ont pas été vendues. Les cartes d'invitation sont à retirer à la maison de la presse sur simple présentation
de la carte des membres UNJCI. Le super lot de cette année est une villa d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le premier congrès de l'OJPCI se tient aujourd'hui à Bassam. À l'issue de ce congrès, on saura qui est le nouveau président de cette organisation. Le directeur général de l'ATCI était l'invité des matinales de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Billet Dimelion a évoqué le rôle de l'ATCI dans la régulation du secteur des télécommunications. Il a parlé des réformes en cours. Le compte-rendu du Gervais. À ces matinales de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Agence de télécommunications de Côte d'Ivoire ATCI a apporté des réponses aux préoccupations des opérateurs du secteur des télécommunications. Des préoccupations prises en compte par le nouveau cadre institutionnel, soulignera Billet Dimelion. Des réformes mises en place pour redynamiser le secteur des télécommunications. Les efforts sont en cours pour que d'ici quelques semaines, cela soit une réalité. On ne parlera que de ARTCI et non de ATCI. On parlera de AIGF, on parlera aussi de ANSUD. Voit donc le jour l'Agence de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, ARTCI, l'Agence de gestion des fréquences AIGF et l'Agence de services universels des télécommunications ANSUD. Également évoqué à cette rencontre la facturation aux usagers et la protection du consommateur pour qui l'ATCI reste un recours. Le consommateur peut avoir un problème à régler. Il peut signaler une plainte, signaler un problème qu'il a vécu par rapport à un réseau. Nous sommes là pour intervenir et faire de sorte que l'opérateur qui est concerné puisse apporter la solution. Si cela est possible, bien sûr. Autre information relative aux abonnés donnée par le directeur général de l'ATCI, la limitation du nombre de puces. Pas plus de 3 de chaque opérateur par abonné, décision qu'explique la volonté de la Côte d'Ivoire de se conformer aux règles internationales. 6 malfaiteurs ont tenté ce matin aux environs de 9 h un hold-up dans une banque au Plateau. La police judiciaire en alerte a déjoué ce plan. 3 malfaiteurs ont été abattus et 2 autres sont en fuite. Le dernier a été arrêté. La police poursuit son enquête pour faire la lumière sur ce braquage manqué. Vous en saurez plus dans nos prochaines éditions avec Patricia Omou-Etia. Et puisqu'on parle d'insécurité, je vous fais lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vu la Constitution, arrête, article 1er, l'usage des pétards et autres substances explosives du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du lundi 10 décembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013 inclus. Article 2. L'usage de feux d'artifice est également interdit sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du lundi 10 décembre au jeudi 31 janvier 2013 inclus, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Article 3, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 4, le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera. C'est aujourd'hui que démarre la campagne de vaccination contre la fièvre jaune. Plus de 6 millions de personnes devront être vaccinées gratuitement contre cette maladie dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu ce matin à Daoukro. Fatou Fofana nous donne les précisions sur la fièvre jaune, comment l'éviter et comment se soigner. On dénombre à l'échelle mondiale plus de 200 000 cas et 30 000 décès liés à la fièvre jaune chaque année. La Côte d'Ivoire fait partie des 33 pays à risque de contraction de la fièvre jaune. De 2001 à 2010, plus de 40 districts sanitaires ont été confrontés à une épidémie qui a fait 224 décès. Fièvre hémorragique virale transmise par un moustique du genre Aedes, la fièvre jaune est épidémique et mortelle. 20 à 50% des cas de fièvre jaune occasionnent le décès de l'individu. Pour la combattre, une seule solution, le vaccin, car il n'existe aucun traitement à ce jour. Je suis venue
faire les vaccins de mes enfants. Contre la polio, l'hépatite, la fièvre jaune, déjà, ils sont à jour. Je me fais vacciner contre la fièvre jaune, la méningite et la fièvre typhoïde. La fièvre jaune est une maladie qui me semble à la fois dangereuse. Elle se manifeste comme le palu à travers la piqûre des moustiques. Voilà, donc notamment, dès maintenant, il est mieux de se faire vacciner, de se protéger contre cela. Le gouvernement ivoirien lance la deuxième phase de la campagne préventive de vaccination contre la fièvre jaune à Daoukro ce vendredi 7 décembre. Sont concernées par cette campagne toute personne de plus de 9 mois, à l'exception des femmes enceintes. Au total, plus de 6 millions de personnes seront vaccinées dans 33 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Aucun traitement spécifique n'étant disponible contre la fièvre jaune, le vaccin préventif est le seul moyen pour être immunisé. Une seule injection protège pendant 10 ans. C'est une maladie qui malheureusement occasionne des épidémies meurtrières, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les autres pays de la sous-région. À l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement spécifique contre cette maladie. Par contre, il existe fort heureusement un vaccin assez efficace pour prévenir la maladie. Les enfants peuvent se faire vacciner à partir de 9 mois et la vaccination est gratuite. Et puis également, les personnes âgées aussi peuvent se faire vacciner dans les antennes de l'Institut national d'hygiène publique à Abidjan et à l'intérieur du pays. En plus de la vaccination, une bonne gestion des déchets médicaux, une prise en charge correcte des manifestations post-vaccinales indésirables et une bonne sécurité des injections réduiront le risque d'épidémie de fièvre jaune en Côte d'Ivoire. Je rappelle que le magazine de ce dimanche est consacré à la fièvre jaune. Vous ne pourrez plus utiliser les médicaments n'importe comment en Côte d'Ivoire. L'utilisation des médicaments sera désormais surveillée. Les professionnels de la santé ont été associés à la pharmacovigilance. Ils deviennent les points focaux du ministère de la Santé pour surveiller l'emploi des médicaments en Côte d'Ivoire. C'est un sujet qu'on aborde avec Gabriel Zani. L'apparition des boutons sur le visage, les vertiges, les diarrhées font partie des moindres effets secondaires liés aux médicaments que nous utilisons. Pour une meilleure prise en compte de ces réactions, le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, a réuni les professionnels de santé pour débattre de cette question. Ce cadre d'échange sur la pharmacovigilance vise à les impliquer davantage dans le processus d'évaluation et de surveillance des risques liés à l'utilisation des médicaments et produits cosmétiques. Vu le retard accusé par la Côte d'Ivoire dans la mise en place de la politique de promotion de la pharmacovigilance, le ministère de la Santé a décidé d'en faire sa priorité. En Côte d'Ivoire, nous avons les experts nécessaires pour que nous puissions mettre en place un système national de pharmacovigilance. L'OMS et les partenaires de développement nous accompagnent. Nous avons élaboré notre plan stratégique national 2012-2015. Nous avons élaboré notre feuille de route. La pharmacovigilance vise à garantir la sécurité d'emploi des médicaments. En plus des professionnels de santé, les patients peuvent eux aussi signaler les effets secondaires des médicaments au Centre national de la pharmacovigilance et au laboratoire fabricant. Un effet indésirable grave constaté pour un même médicament peut emmener les autorités compétentes à prendre des décisions pour modifier les conditions d'utilisation du produit, le restreindre, voire retirer le produit du marché. Cet atelier est un premier pas vers l'application de cette disposition en Côte d'Ivoire. À l'étranger, les élections générales, législatives et présidentielles se tiennent aujourd'hui au Ghana. Il s'agit de la 6e élection démocratique depuis la fin des régimes militaires qui se sont succédés jusqu'en 1992. Les enjeux sont d'autant plus importants que le Ghana est devenu producteur de pétrole en 2010. La bataille pour la présidentielle oppose le président sortant John Dramani Mahama et son principal rival d'opposition Nana Akufo-Addo. 6 petits candidats participeront également au scrutin. À Accra, de longues files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote où des électeurs ont passé la nuit pour être les premiers à glisser leur bulletin dans l'une. Le pays de 24 millions d'habitants a emboîté le pas à d'autres pays africains en instaurant le vote biométrique pour la première fois afin d'éviter les fraudes. Les résultats devraient être communiqués dans les 2 jours suivant l'élection. Et c'est l'heure de votre page sportive. Anne-Marie Guesson est avec nous pour vous donner les articulations de l'actualité sportive. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. On commence avec la CAMFoot, c'est ça? C'est cela.
Suite et fin de la première journée de la 8e Coupe d'Afrique militaire de football organisée par la Côte d'Ivoire depuis mercredi. 19 buts ont été inscrits en 3 matchs lors de cette première journée. Le Cameroun a étrillé l'Angola 9 buts à 0. Le Burkina Faso et le Kenya se sont séparés sur un nul 3-3 et la Zambie a dominé l'Égypte 3 buts à 1. Les détails de toutes ces rencontres, c'est avec Daniel Kwebi-Kwalo. Les 3 dernières rencontres de la première journée de la CAMFoot ont été riches en buts. 19 buts ont été enregistrés. La rencontre Zambie-Égypte a été remportée par les militaires zambiens devant leurs frères d'armes égyptiens, 3 buts à 1. Menant déjà au score 2 buts à 1, la Zambie profite de l'hésitation de la défense égyptienne pour inscrire le 3e et dernier but juste avant la fin de la partie. De leur côté, le Burkina et le Kenya se sont séparés sur un score nul, 3 buts partout. 1 à 1 en première mi-temps. Les Kenyans vont même mener au score 3 buts à 2 durant la seconde mi-temps avant de se laisser rattraper en toute fin de partie par les militaires burkinabés. 3 buts partout. On a été solidaires, on est revenu à 3-2 et par la fin on a toujours cru jusqu'au bout. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est pas fini. Et grâce à Dieu, voilà, avec la solidarité, on a égalisé et c'est bien pour le moral. Mais avant ces 2 rencontres, le Cameroun a été sans pitié pour l'Angola. 9 à 0, le plus gros score en ce début de la Coupe d'Afrique militaire de football. Après cette première journée qui a pris fin hier, une pause générale est observée aujourd'hui. La compétition reprend demain et samedi avec la 2e journée dans les groupes A et B. Il y aura donc Nigeria-Mali, Zambie-Guinée au stade Robert Champrou de Marcory, Angola-Ouganda et Kenya-Gambie au parc des sports de Trècheville. On le sait, Jacques Anoma est candidat à la présidence de la Confédération africaine de football avec la caution de l'État de Côte d'Ivoire et le parrainage de la Fédération ivoirienne de football. C'est fort de tous ces engagements qu'il a rendu visite au ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Écoutons-le à sa sortie d'audience. J'étais au Brésil quand les choses se sont précipitées ici concernant notamment ma candidature. Et puis depuis que le ministre a été nommé, je n'ai pas eu l'occasion officiellement de venir le féliciter et de saluer. Donc c'était pour moi l'occasion vraiment de lui dire toute ma satisfaction de le voir à la tête de ce département et lui réitérer qu'en tant que sportif, nous restons à sa disposition pour l'aider dans sa mission. Et je pense qu'il a déjà tracé les voies. Nous allons l'accompagner là-dedans. Je lui ai confié mon agenda, donc c'est lui qui va tracer les sillons. Et puis à partir de là, maintenant, il y a de grandes échéances qui arrivent. Donc il faut déjà qu'il mette le plan de bataille en place. Et puis à partir de là, toute la Côte d'Ivoire saura qu'est-ce qu'on doit faire pour appuyer cette candidature-là. Mais il est assez confiant et je pense qu'il sait ce qu'il a à faire. Moi, je suis toujours confiant. Hein. Vous savez, une bataille n'est jamais gagnée d'avance. Mais c'est une élection. Dans une élection, il y a tellement d'aléas et des choses qu'il faut baliser avant. C'est pour ça que avec lui, nous avons décidé de baliser d'abord le terrain. Et puis, il y a une date qui est capitale, c'est celle du 10 décembre. Est-ce que la candidature ivoirienne sera retenue ou pas? Donc c'est de tout ça que nous avons parlé. Une information avant de poursuivre. La CAF a livré mercredi dernier la liste des 3 joueurs finalistes pour le trophée de meilleur joueur africain de l'année. Il s'agit des Ivoiriens Didier Drogba et Yaya Touré et du Camerounais Alexandre Song. Il faudra attendre le 20 décembre prochain pour savoir si Yaya Touré cédera ou non son titre. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs est allé s'imprégner encore des réalités des étudiants de l'INJS, ce qu'il en pense et ce qu'il compte faire. Voyons tout cela avec Cathy Touré. Nous avons vu ce qu'est devenu l'INJS et nous pensons aujourd'hui qu'il est important de saisir le gouvernement de ce constat-là afin que des mesures urgentes soient prises.
Ces propos traduisent toute la déception du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs après sa deuxième visite au sein de l'institut censé former des éducateurs, eux-mêmes futurs formateurs de la jeunesse ivoirienne et africaine. Tous les bâtiments ont reçu le premier responsable du sport, chacun avec sa particularité. Peinture défraîchie, bancs déséquilibrés et même des murs qui servent de support aux étudiants pour la copie des cours dont on imagine aisément l'usage. Après plus d'une heure passée à se faire expliquer le fonctionnement de l'Institut par le directeur général Bouyeyao Martin et ses collaborateurs, le ministre a déclaré. Au moment où le président nous confie ce ministère important, il est regrettable de constater avec vous-même que l'instrument même qui a été créé pour donner à la jeunesse et au sport une armature solide, cet instrument lui-même n'est plus solide. Je pense que l'INJS aurait dû être inscrit sur la liste des établissements supérieurs à réhabiliter, comme l'ont été les autres centres universitaires, les autres universités et surtout l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine, l'IHA, du côté de Trècheville. Je le dis parce que les bâtiments eux-mêmes posent problème. Et les apprenants eux-mêmes ne font plus l'effort d'apprendre convenablement. L'occasion était bonne pour cette jeune dame de poser un problème relatif à l'organisation du dernier concours d'entrée. Sincèrement, nous sommes inquiets par rapport à la date de notre concours. Donc, la dernière fois nous sommes arrivés, vous avez dit que le concours sera dans... Vous avez dit une date ultérieure. Bon, jusqu'à présent, on attend, on n'a pas d'informations. Donc j'aimerais savoir, monsieur le ministre, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une date précise? Je comprends votre envie d'intégrer l'INJS, c'est une très bonne chose. Mais en ma qualité de ministre de la Jeunesse, et comme vous êtes jeune, je pourrais vous demander de réfléchir à une autre vocation pour cette année. Je ne peux pas vous encourager à venir passer ce concours-là quand j'estime que les conditions ne sont pas réunies pour organiser des examens d'entrée à l'INJS pour les prochaines années. On va attendre que le gouvernement se prononce. Je n'ai pas le dernier mot, mais je ferai les propositions au gouvernement. Même s'il s'est voulu plus ou moins rassurant à l'endroit des étudiants, pour Alain Lobognon, il apparaît clair que l'Institut national de la jeunesse et des sports a besoin de retrouver ses repères qui jadis ont fait sa fierté au-delà des frontières ivoiriennes. En vue de renforcer le cadre institutionnel de la pratique du sport en Côte d'Ivoire, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs organise l'atelier de validation du projet de la politique nationale du sport et de l'avant-projet de la loi sur le sport les 10, 11 et 12 décembre 2012 à la salle de conférence de l'Office national du sport à partir de 8h30. La 6e journée de la Ligue 1, ce sera ce week-end, demain samedi 8 décembre à Boaké. Korogo sera face au Denguélé. Gagnoa reçoit sur ses installations la SOA. Asie Asek Mimosa à Abangoro. Le COE accueille le Stella à San Pedro. La JCA Trècheville affronte l'Africa Sport au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis le dimanche 9 décembre, nous aurons 2 matchs. Bassam Afad au stade Robert Champrou de Makori et Efim Benjeville au parc des sports de Trècheville. Rappelons que tous ces matchs débutent à partir de 15h30. Cette dernière information, le comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo organise le championnat national interclub le dimanche 9 décembre à partir de 8h. Au gymnase de la caserne des sapeurs-pompiers militaires d'Agamé-Indénié.
Merci. Merci Anne-Marie pour toutes ces informations. Avant de refermer ce journal, je rappelle que c'est aujourd'hui le 19e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Né le 18 octobre 1905, Félix Houphouët-Boigny a marqué le monde entier et singulièrement son pays, la Côte d'Ivoire. Premier ministre et président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle déterminant dans le processus de décolonisation de l'Afrique. Et c'est avec cette information qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi ce journal. À bientôt.